Bonjour à tous. Cette vidéo est une véritable bombe. Une véritable bombe car aujourd'hui c'est un grand professeur reconnu dans le monde entier qui dévoile toutes ses vérités. Je vais vous diffuser une petite vidéo. Sincèrement, je pense que dans sa vie, des fois, il faut savoir perdre un petit peu de temps pour écouter ces vérités. Ces vérités qui font froid dans le dos. Qui font froid dans le dos. Beaucoup de ces vérités, on avait constaté avec tous les retours de terrain qu'on pouvait avoir, tout ce qu'on pouvait entendre. Mais aujourd'hui, ils sont appuyés, ils sont validés par un des... Je sais même pas comment qualifier Didier Raoult, mais je voudrais juste lui dire merci. Moi, j'ai écouté cette vidéo cette nuit. Ça fait froid dans le dos. J'invite toutes les personnes, sincèrement, parce qu'il faut arrêter ces guerres de clivage. J'invite toutes les personnes qui ont fait confiance à ce gouvernement à écouter cette vidéo pour comprendre ce qui s'est réellement passé. J'invite toutes les personnes qui, malheureusement et tristement, ont été indirectement obligées de suivre les directives gouvernementales. C'est important que les gens comprennent ce qui se passe, ce qu'il s'est passé et ce qu'il va se passer. Sincèrement. J'espère que cette vidéo sera partagée un maximum pour que ça puisse être entendu. Je pense que c'est très important. Après, chacun en pensera ce qu'il voudra. Il faut que ça soit entendu. Et n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous à la page pour qu'on puisse continuer d'avancer ensemble. De nombreux sujets. J'aimerais d'abord revenir sur où en est l'affaire qui avait débuté en mai dernier, quand vous avez commencé par reposter une étude sur les 300 000, plus de 300 000 patients que vous avez soignés, et vous avez de nouveau, l'automne dernier, si je me souviens bien, remis sous huissier les données, vos données, notamment sur plusieurs pays, même en Chine, pour... Vous, aujourd'hui, vous êtes sûr de vos chiffres et vous les donnez publiquement. Vous aviez appelé chez nous, avec une interview avec Xavier Azalbert, en novembre dernier, vous aviez dit que vous attendiez que l'ANSM et l'IGAS reprennent ces chiffres et fassent une étude. Où est-ce que ça en est? Est-ce que vous avez été contacté? Non, mais ils savent très très bien que tout ce qu'on dit est vrai, donc ils vont jamais venir le voir. Ce qui permet de continuer à calomnier les travaux qu'on a fait. Vous savez, c'est pas compliqué. Il y a eu différents types d'études. Nous, et en général, c'est ma nature. Moi, je ne parle que de ce que j'ai vu ou de ce que j'ai étudié. Je ne parle pas du reste. Les études fantasques, que ce soit le Lancet Gate ou que ce soit ce nouveau Lancet Gate, ce sont des gens qui n'ont pas vu un malade, ils ne savent pas ce que c'est. Ils sont allés piocher dans les études qui voulaient, celles qui les intéressaient parce qu'elles allaient dans le sens de ce qu'ils racontaient, et qui sont des études qui sont des défis à ce que moi j'ai enseigné dans la médecine pendant 40 ans. Je vais vous dire, l'étude de base auquel s'est référé l'OMS, qui s'appelle l'étude de Recovery, qui est une étude qui est faite par des Anglais qui sont des imbéciles. Ces gens-là ont utilisé pour l'hydroxychloroquine une dose de charge de 2,4 grammes par jour. Si vous demandez à notre ancien ministre, M. Braun, sa thèse, et moi je l'ai vu sa thèse et vous pouvez la voir sur Internet, c'est juste parce que les journalistes ne sont pas curieux. Il dit la toxicité de l'hydroxychloroquine commence avec 2,5 grammes par jour. C'est-à-dire que Recovery a fait valider une étude dans laquelle ils ont commencé par donner une dose toxique d'hydroxychloroquine. Quand vous prenez, si vous téléphonez au SAMU en disant j'ai pris 2,5 grammes d'hydroxychloroquine, on le dit tout de suite, venez aux urgences, on va vous faire un lavage d'estomac quand même. Donc la deuxième chose qu'ils ont faite, qui est surréaliste, c'est qu'ils ont dit pour inclure les malades, on n'a pas besoin d'avoir de confirmation diagnostique. Il suffit que le médecin pense que c'est un Covid. Tout ça, c'est écrit, il suffit de lire, mais personne ne lit. Spécialement les journalistes. En plus, il y en a beaucoup qui ne savent pas lire l'anglais. Il suffit de lire, voilà. Si le médecin pensait que c'était un Covid, on l'a inclus et on lui a donné une dose toxique d'hydroxychloroquine. Ça, c'est l'étude de référence. Mais c'est délirant.
C'est délirant. Voilà. En France et l'OMS, donc moi j'utilise l'hydroxychloroquine pour traiter 2 maladies pour lesquelles je suis une référence mondiale. Il n'y a pas un livre de maladies infectieuses dans le monde qui ne mentionne pas mon traitement par l'hydroxychloroquine de 600 mg par jour. Aucun. Pour ces 2 maladies, maladie de Whipple, fièvre Q, vous n'avez qu'à regarder, vous prenez n'importe quel livre international et vous prenez même le livre national de maladies infectieuses qui s'appelle le PIDI, qui est écrit par tous les professeurs de maladies infectieuses. On dit, voilà, on donne 600 mg par jour pendant 1 an d'hydroxychloroquine. D'accord ? Et ils ne meurent pas. Ça fait 30 ans que je les soigne. Il y a des gens qui viennent du monde entier. Les gens ne dosent même, les gens qui parlent de l'hydroxychloroquine ne dosaient même pas l'hydroxychloroquine. Moi, j'ai reçu des prélèvements du monde entier pour faire les dosages d'hydroxychloroquine parce que les gens ne le faisaient pas. Et donc, je connais parfaitement la dose, je sais exactement quelle est la concentration sérique quand on fait ça, je le sais depuis 30 ans. C'est publié, tout ça, il n'y a qu'à le lire si on sait lire. Le problème, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui sait lire. Hein. Et en France, quand l'OMS a dit, non mais quand même, les Chinois ont fait ça, il faut qu'on fasse un test, eux, au lieu de donner 4 fois la dose que moi je donne depuis 30 ans, ils ont donné les 2/3 de la dose, c'est-à-dire ils ont donné 400 mg. D'accord ? Et ils ont dit ça marche pas. Et on ne sait même pas si eux ont fait les tests PCR, c'est marqué nulle part. Donc, je ne sais pas si vous voyez le niveau d'absence totale de professionnalisme de ces gens. C'est inouï, la médecine pratiquée comme ça dans des pays développés, mais c'est inouï. Attendez le reste, hein, c'est juste incroyable. Donc moi, je discute pas avec eux. Nous, tous nos malades ont une PCR, tous nos malades ont été suivis. Pendant toute la première partie, on a fait des dosages d'hydroxychloroquine pour savoir en combien de temps on avait la dose qui était efficace par rapport à ce que nous avions testé in vitro. Et pour pouvoir finaliser le travail que moi j'avais fait, qui était 2020-2021, on a pris tous les noms de tous les gens qui se sont fait tester à l'IHU, 230 000 personnes. Là-dedans, on en a traité 34 000. On sait qu'ils ont été traités à l'IHU parce qu'ils ont payé leur hospitalisation, ils ont été inscrits. C'est pas le CHU, hein, c'est l'IHU. L'IHU n'est pas une entité autonome, c'est une partie du CHU de Marseille. Donc ces chiffres, c'est les chiffres du CHU de Marseille. On a, pour chacun des malades, on a établi la liste des malades qui avaient été traités. Pour chacun des malades, on a demandé à la pharmacie centrale des hôpitaux du CHU de nous dire ils ont reçu ou pas de l'hydroxychloroquine, de l'azithromycine. On les a matchés. Une fois qu'on les a matchés, pour savoir ce qui s'était passé, on s'est adressé à l'INSEE et on a regardé, vous savez que l'INSEE met la liste de tous les morts. Donc on a regardé tous les gens qui étaient morts dans les 3 mois qui suivaient le moment où on avait fait le diagnostic. Et c'est ça, c'est une étude, et pour être comme les journalistes sont capables de tout, les gens disaient non, ils ont caché des morts et machin et tout, et donc tout ça a été vérifié par un huissier de justice, et donc il y a 100% est vérifiable. Ça a été envoyé à 2 banques de données auxquelles, à ma connaissance, le pays ne peut pas toucher parce qu'il y en a un qui est en Chine et l'autre qui est aux États-Unis, et ces chiffres sont là pour toujours. Et ils sont entièrement vérifiés. Et tout le reste, c'est du pipeau. Ils ont tous eu la même dose. Voilà, et on a le taux le plus bas au monde de mortalité de gens qui étaient hospitalisés parce qu'ils étaient oxygénodépendants, c'est-à-dire 7%. Donc, le reste, après, vous savez ce que racontent les uns et les autres, vous savez ce que je m'en fiche. Hein. Bien sûr. Mais alors, pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas à comprendre des choses finalement aussi simples? Ce qu'il faut, c'est leur donner, c'est ce que j'ai essayé de faire pendant la plupart de ce temps. C'est pour ça que j'ai vu assez tôt que cette histoire de vaccin qui proposait de l'infection était totalement faux. J'avais chez moi 2 tableaux dans lesquels j'avais tous les gens qui venaient à l'IHU, et je vous ai dit, il en est venu 200 000 pour se faire tester, et je regardais, on leur posait la question, est-ce que vous êtes vacciné, est-ce que vous n'êtes pas vacciné? Et 3 heures après, j'avais le résultat, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est pas positif? Et au bout de 3 heures, je voyais qu'il y avait autant de positifs chez ceux qui étaient vaccinés que chez ceux qui n'étaient pas. Donc moi j'ai su 3 mois après le début du vaccin que ça ne marchait pas. Je l'ai dit, je me rappelle, Le Monde poussait des cris, comme menteur spécifique, ceux-là c'est les plus grands. J'ai dit, mais regardez la campagne en Israël, regardez la campagne en Angleterre, ils ont fait une vaccination massive et vous avez le nombre de cas qui n'arrête pas d'augmenter. Et la mortalité qui suit le nombre de cas. Vous ne pouvez pas croire ça.
Donc il suffisait de regarder, ils l'ont supprimé parce que c'était financé par Bill Gates. Comme ils ont vraiment cru, je crois qu'ils n'étaient pas tous de mauvaise foi, ils ont vraiment cru qu'on assistait à la fin du monde. Ils ont fait sur le site du John Hopkins un truc qui s'appelle John Hopkins Covid, que vous pouvez regarder, qui est intelligent parce que vous avez le nombre d'injections vaccinales, le nombre de cas, le nombre de morts. La maladie est apparue en Corée après la fin de l'épisode vaccinal. Donc si vous croyez un peu ce que vous voulez, je m'en fous moi. Si vous voulez croire toutes les bêtises, mais tout le monde a accès pour voir les choses. On peut les voir, les choses. Si vous regardez, vous voulez savoir la mortalité qui s'est déroulée, vous regardez en Europe, vous regardez Euromomo. Vous voyez bien que le problème, on a eu, nous, un énorme problème en France, à Paris d'ailleurs, c'est à Paris que vous avez tué les gens. Ailleurs, ça s'est pas passé. Donc c'est à Paris, parce que on a dit aux gens de ne pas venir se faire soigner, parce que les urgences étaient saturées, parce que le SAMU était saturé, les gens sont morts chez eux. Donc la surmortalité en France, il y a une bulle de surmortalité, c'est la décision du gouvernement au départ de dire restez à la maison, c'est pas la peine d'aller voir un docteur tant que vous n'êtes pas essoufflé, et quand vous étiez essoufflé, c'était le temps de la réanimation qui était complètement saturé. Il fallait les soigner avant, il fallait leur donner de l'oxygène, y compris à les... Moi j'ai des amis, quelqu'un avec qui je travaille depuis longtemps, qui était responsable du Covid au Liban, il faisait de l'oxygénothérapie à la maison, comme pour tous les insuffisants respiratoires. Et les gens n'étaient pas hospitalisés en réanimation. Il fallait soigner les gens. Et quant à moi, ce que le gouvernement croit, je m'en fiche. Et je vais vous dire, s'ils croyaient ce qu'ils disent, j'aurais des procès. Je les attends avec une impatience gourmande de voir ça. La justice, on met, voilà... On met les données, on regarde. Et là, il ne s'agit pas de médire, il ne s'agit pas de faire passer ça à la télévision, il ne s'agit pas d'avoir des déclarations ministérielles. Il faut quelqu'un qui soit extérieur à l'histoire avec une vraie enquête. Tout à fait. Les effets secondaires, on a eu la semaine dernière Pfizer, le collectif Verity France avec Marc Doyer, qui a mis en avant que le vaccin de Pfizer pourrait avoir des liens avec la maladie de Creutzfeldt-Jakob, dont plusieurs patients se disent avoir été victimes. Que pensez-vous de cela ? Je travaille sur... S'il vous plaît, partagez un maximum, les amis. La génétique de ce virus, et je travaille parmi les éléments génétiques de ce virus, je travaille sur ce vaccin. Ce qui s'est passé sur ce vaccin, qui est une histoire qui est intéressante, qui dépasse l'épisode anecdotique dont vous parlez, c'est que on ne peut pas, la loi américaine interdisait de faire un vaccin dans ces conditions s'il existait une alternative. C'est-à-dire que il faut plus d'1 an pour faire un vaccin et il faut inclure plus d'1 million de personnes pour voir s'il y a des effets secondaires et pour pouvoir tester les différentes tranches de population, les femmes enceintes, les enfants. Tout ça a été entièrement transgressé parce qu'on a dit il va y avoir, c'est l'épidémie la plus épouvantable de tous les temps, parce qu'il n'y a aucun traitement alternatif, ça fait partie de la loi américaine. Donc ça vous explique le conflit qu'il y a autour de l'hydroxychloroquine, ça vous explique le conflit qu'il y a eu autour de l'ivermectine. Quand même, l'ivermectine, la FDA a annoncé que c'était un médicament qui était fait pour les animaux. Là aussi, il faut voir, si vous voulez... Vous posez des questions que moi je me pose pas. Si vous voulez, quand on arrive à faire de la médecine chez des malades dont on n'a pas de diagnostic en leur donnant des doses toxiques, et quand on dit qu'un des médicaments qui est le plus prescrit au monde est un médicament qui est fait pour les vaches et les chevaux, officiellement, si vous voulez, c'est que c'est vraiment un manque de malice de pas se rendre compte qu'on est en train de vous mentir d'une manière éhontée. Pour pouvoir... Il y a quelque chose qui s'appelle les Good Laboratory Practice, qui disent que pour pouvoir injecter ou utiliser un médicament, il faut en connaître parfaitement la composition et il faut en savoir les dérivés, les produits qui sont issus de cette injection. D'accord ? Pour ce qui concerne les vaccins ARN, les vaccins ARN sont construits avec la séquence de la spike, mais l'ARN est quelque chose qui est très fragile parce que
l'organisme doit détruire l'ARN en permanence parce que sinon il s'accumulerait. L'ARN, c'est de l'ARN messager, c'est-à-dire c'est tout ce que on envoie à partir de l'information génétique pour faire des protéines. Et comme c'est très très fragile, eh bien, il a fallu bidouiller, c'est ce qui a valu le prix Nobel récent, l'ARN en remplaçant la base spécifique de l'ARN, s'appelle l'uridine, par une pseudo-uridine. L'uridine, c'est ce qui est présent dans l'ARN à la place de la thymidine qui est dans l'ADN. L'uridine, la pseudo-uridine, personne ne savait ce qu'elle faisait en réalité. Ça n'avait pas été évalué. La deuxième chose, c'est que ce morceau-là d'ADN qui va être, ce morceau qui va être exprimé par la bactérie, ce morceau-là va être mis dans un plasmide, c'est-à-dire un mini-chromosome qu'on va mettre dans une bactérie qui va cracher l'ARN. Mais théoriquement, une fois qu'on a produit ça, on doit éliminer le plasmide, parce qu'on ne sait pas ce qu'il va faire, et on doit éliminer l'ADN qu'il y avait dans le plasmide. D'accord ? Et donc, théoriquement, l'ADN qui a servi à produire ça est un ADN qui a été détruit par des réactions chimiques après que ça a été produit. Et donc, quand Pfizer a vendu ça, il a dit qu'il existe des traces, des quantités absolument infimes d'ADN dans le vaccin. C'est très important pour une raison, c'est que ce vaccin est encapsulé dans une petite bille de lipides et que cette petite bille de lipides va rentrer dans toutes les cellules. Et que l'ADN dans une cellule, de rajouter de l'ADN étranger dans une cellule, c'est très dangereux parce que c'est comme ça qu'on fait les cancers. Parce que c'est très facile d'intégrer de l'ADN dans un génome. Il y a eu un débat sur l'intégration de l'ARN, c'est plus complexe. On peut retransformer dans le corps de l'ARN en ADN et l'intégrer. Il y a eu 2 ou 3 papiers qui ont été publiés là-dessus, mais qui ont fait l'objet de conflits, ce qui fait que la situation n'est pas clarifiée. Mais l'ADN, tout le monde sait que si vous faites rentrer de l'ADN dans une cellule, l'ADN peut rentrer dans le noyau. D'accord ? Et ça, bien entendu, tant que on considérait que c'était mineur, c'est une chose, mais en réalité, et nous on l'a fait aussi, on a quantifié l'ADN dans les lots vaccinaux et il y en a une quantité considérable, c'est-à-dire que ça n'est pas bien purifié. Il y a même le plasmide entier de la bactérie qui est dedans. Donc ce qu'on a injecté ne correspond pas à ce qu'est la loi, ni américaine, ni française, ni européenne. Il n'y a pas, ce qui a été injecté n'était pas pur, n'était pas de l'ARN pur. La deuxième chose qui vient d'être publiée là, dans Nature, qui est une chose très 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 intéressante, dont on verra bien ce que ça donne, mais qui rejoindra peut-être votre question, c'est que les pseudo-uridines qu'on a mis à la place des uridines, qui empêchent de dégrader l'ARN, en réalité, on ne savait pas que quand le ribosome, la machine à transformer l'ARN en peptides, de temps en temps, saute les pseudo-uridines. Il ne les reconnaît pas et il les saute. Et que donc, il y a un certain nombre de protéines qui sont produites par le corps humain quand on lui met de l'ARN vaccinal, qui ne sont pas de la spike, mais qui sont d'autres protéines. Et ce que font ces autres protéines dans le corps, on ne le sait pas. On n'a pas la moindre idée de ce que ça fait. On ne savait même pas que ça existait jusqu'à ce que ce travail ait été fait par les Chinois il y a 1 mois. D'accord ? Et ça, c'est un truc. Et c'est pareil, c'est la deuxième chose qui normalement est interdite au niveau de la FDA, au niveau de la NSM et au niveau de l'Europe. Vous n'avez pas le droit de ne pas étudier les produits qui sont générés par quelque chose que vous injectez par les humains. Si dans ces produits, le lien ensuite, est-ce que on savait que dans la spike, il y avait des zones qui étaient susceptibles structurellement d'avoir des liens avec la substance amyloïde qui, quand elle se cristallise, donne les maladies de Creutzfeldt-Jakob. Ça, c'est une chose. Mais ce que ces molécules-là, qui sont créées de novo et qu'on ne connaît pas,
sont capables de faire, personne n'en sait rien. Voilà. Donc on rentre là dans une nouvelle ère qui est, mais en plus, il se crée des protéines inconnues après cette injection, qui n'est pas de la spike. Il se crée des protéines inconnues après injection de vaccin. Ça, c'est une vraie question scientifique intéressante. On a reçu il y a quelques semaines un psychiatre suédois qui évoquait la surmortalité survenue en 2022 dans son pays, qui était complètement incohérente avec la mortalité des 20 dernières années dans son pays. Est-ce que vous continuez à regarder les taux et les statistiques dans les autres pays à ce niveau-là? Est-ce que c'est intéressant pour les gens pour comparer? Ils peuvent toujours regarder. Encore une fois, j'ai dit au moins une vingtaine de fois, il y a un site qui s'appelle Euromomo. Vous pouvez regarder Euromomo. Il s'est passé quelque chose dans la tranche des jeunes fin 2021 et fin 2022, donc pour l'instant, personne ne l'a expliqué. Donc c'est pourtant pas difficile à expliquer de savoir comment ça se fait. Si vous voulez une autre tricherie, mais que connaît parfaitement Xavier Azalbert, qui est une merveille d'ailleurs, hein, c'est pour ça que moi je refuse de débattre de travaux qui sont anti-scientifiques. Les Suédois ont fait une publication pour dire que ça protégeait contre le Covid. Pas du tout d'ailleurs, hein, contre la mort. La vaccination. Donc ils ont dit, regardez, il y a moins de Covid chez les gens vaccinés que pas chez les gens vaccinés. Si on regarde la mortalité, il y a plus de morts chez ceux qui ont été vaccinés. Mais pour ne pas... Pardon, c'est de l'interprétation. Leur étude a enlevé les 28 jours qui suivent la vaccination. Donc ils n'ont commencé la... Eh merde. Ah, excusez-moi. Il a fallu que je cafouille et que je foute tout en l'air, comme d'habitude. Je vous remets la suite. Hein. Bougez pas. 8 jours qui suivent la vaccination. Donc ils n'ont commencé la surveillance de la mort qu'après 28 jours. Or, en France, on n'a pas le droit de déclarer un accident lié au vaccin après 28 jours. Et donc, moi je veux pas discuter de la validité parce que c'est intéressant. Qu'après 28 jours, or, l'interprétation. Leur étude a enlevé les 28 jours qui suivent la vaccination. Donc, ils n'ont commencé la surveillance de la mort qu'après 28 jours. Or, en France, on n'a pas le droit de déclarer un accident lié au vaccin après 28 jours. Et donc, moi je veux pas discuter de la validité d'une étude comme celle-là. C'est pas de la médecine, ça, je sais pas ce que c'est. Nous, on avait trouvé, les Américains ont trouvé la même chose, qu'il y avait une recrudescence des Covid dans les 15 jours qui suivaient l'injection. On pense... Alors désolé, il y a des coupures de live. Alors c'est quand même bizarre hein, quand on essaye de dénoncer des choses comme ça. Écoutez bien la fin parce qu'elle est tout aussi intéressante. Je vous demande de partager un maximum pour que ça puisse circuler. Il faut que ces paroles soient entendues par un maximum de monde. Je vois que vous êtes en train de faire le boulot et je vous remercie. Comme d'habitude, tous les gens de la page, c'est grâce à vous si on arrive à passer toutes ces informations. C'est incroyable hein, tout ce qui est en train d'être dit. C'est vraiment incroyable. Je peux vous assurer que s'il n'avait pas les preuves de tout ce qu'il est en train d'annoncer, il ne dirait rien. À son âge, il n'a pas envie de finir en prison pour raconter des conneries à travers tout le parcours qu'il a, ce monsieur. On continue la suite. Franchement, c'est effroyable. Les anticorps facilitants. Les Américains ont trouvé la même chose à San Diego. Hein. Mais du coup, toutes les études qui ont été faites après 15 jours, après l'injection. C'est-à-dire, on n'a pas tenu compte des 15 jours après l'injection, dont nous avons montré qu'il y avait une augmentation, comme les Américains, ça a été publié pour une fois dans le New England, hein, dont les Américains de San Diego ont publié la même chose. Bien sûr. Donc, encore une fois, c'est pas la peine. Moi, j'ai horreur de discuter de lui dit ça, les gens pensent ci, les gens pensent ça, parce que c'est toujours des bêtises. Ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de la science. Comme je suis un empiriste, la seule chose qui m'intéresse, c'est les choses que j'ai pu constater, que j'ai pu analyser, ou que j'ai eu le temps d'analyser. Tout le reste, la vox populi, je m'en fous, comme vous avez pu le comprendre.
Pour les profanes, empiriste veut dire que vous voyez directement les données sur le terrain. Vous sortez un nouveau livre aujourd'hui, donc vous l'avez annoncé hier, les antibiotiques, ni angéliques, ni diaboliques, c'est aux éditions Michel Lafon. Pourquoi ce sujet aujourd'hui, cette année? Non, c'est un sujet scientifique. Je fais partie des 4 personnes au monde qui sont les plus connues sur les antibiotiques. Donc c'est mon métier. Moi, mon métier, si vous voulez, c'est de faire de la science. 2, ça a été pendant longtemps, jusqu'à il y a 2 ans, de soigner les malades. 3, c'est une obligation de mon métier d'universitaire de faire part de ce qu'est ma connaissance. Parmi ma connaissance, est-ce que vous savez quel est l'antibiotique le plus prescrit au monde? Pas du tout. Ben, vous risquez pas de le savoir, c'est le glyphosate. Le glyphosate est un antibiotique qui est protégé par un brevet par Monsanto depuis 10 ans et qui donc détruit une partie du microbiote de la terre un peu partout dans le monde parce que c'est un antibiotique très efficace. Le glyphosate qui est bien connu en tant que pesticide pour ce qui est glyphosate. C'est comme herbicide qu'il est utilisé théoriquement. Enfin, il tue très bien les microbes. D'accord. Et donc, c'est considéré comme antibiotique. Et là, quand vous sortez... Non, mais moi, je considère rien du tout. C'est Monsanto a pris un brevet. Moi, j'ai fait une publication pour montrer l'efficacité antibiotique. C'est un antibiotique. Il n'est pas considéré comme un antibiotique. C'est un antibiotique. On ne peut pas faire de la sémantique permanente. C'est un antibiotique. Ni angélique ni diabolique, c'est pour remettre l'antibiotique au centre des choses, puisqu'on essaie de considérer que les choses sont bonnes ou mauvaises, c'est pour arrêter le discours binaire. Non, c'est pour rajouter un peu de connaissances dans un monde ignorant. D'accord. Alors, vous ne parlez pas de politique, mais le nouveau Premier ministre Gabriel Attal a été nommé. Est-ce que vous avez des attentes avec le futur ministre de la Santé ou c'est quelque chose dont vous ne vous mêlez pas du tout? Non, je ne m'en mêle pas du tout. Vous savez, j'en suis à mon 6e. J'attends avec gourmandise voir quel 7e pour savoir que la tendance générale de l'évolution des ministères de la Santé, dont je reconnais que ça ne va pas sans laisser quelques surprises quand même. On a eu une secrétaire médicale, on a eu quelqu'un qui avait jamais entendu parler de médecine, on a eu... non, là, vraiment, c'est intéressant. C'est vraiment, on se demande quelle va être la prochaine originalité. Peut-être qu'on va trouver quelque chose de suffisamment original pour que ça intéresse la presse pendant une semaine, mais à part ça, moi, j'attends rien de particulier. De toute manière, vous savez... l'idée que les gens puissent revenir en arrière sur quelque chose qui a une telle nature et une telle importance n'est pas lucide. Bon, on ne peut pas revenir en arrière quand on est engagé à ce point. C'est pas possible. Vous, avec votre œil d'ancien directeur d'un institut hospitalo-universitaire, de voir autant une succession pareille de ministres de la Santé plusieurs se sont succédés en 2 ans. Quel impact ça peut avoir au niveau des autorités sanitaires en France, selon vous? Je sais pas, je me garderai bien d'avoir. On n'a jamais réussi à avoir un tourniquet pareil. Ce qui prouve bien que quand même, il n'y a pas eu de ministre de la Santé qui ait été capable de gérer cette situation d'une façon durable. Je mesure mes mots. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ne l'ont pas géré de manière durable. Voilà. Là, c'est factuel. Et que donc, ça pose le problème de est-ce qu'on est capable de trouver quelqu'un qui ait suffisamment de compétences pour pouvoir gérer ça d'une manière durable. Je redoute que les critères de sélection politique soit plus basé sur l'obéissance, ce qu'ils appellent la fidélité. Ce qu'ils appellent la fidélité, c'est l'obéissance, qui ne dure que jusqu'à la trahison, d'ailleurs. C'est ce qui se termine souvent comme ça. S'ils montent réellement en puissance, ça se termine par la trahison, dans notre histoire, dans beaucoup d'histoires, d'ailleurs. Et donc, le Premier ministre finit par trahir le président, ou le ministre finit par trahir le président. C'est ce qu'on a vu depuis quelques années. Mais jusque-là, si vous voulez, ce qu'ils appellent la fidélité ou la loyauté, c'est l'obéissance. Donc si vous ne sélectionnez les gens que pour ce qu'ils soient fidèles, obéissants et d'accord avec vous,
la part qui reste à la compétence est très modeste. Et globalement, d'ailleurs, alors ça, c'est mon avis en dehors de la politique, la compétence et la performance ne sont plus des objectifs de ce pays. Les gens se foutent complètement, moi dans mon domaine, dans le domaine scientifique, complètement de la compétence. Ils s'en fichent. Ça n'a pas d'importance parce que eux vivent dans le monde dans lequel tout le monde est interchangeable et que donc le facteur humain est quelque chose qui ne compte plus dans ce pays. Et c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Moi, j'ai jamais vu ça. On traite... j'ai jamais vu ça. J'ai vu beaucoup de ministères. Dans les ministères, ils venaient féliciter quand quelqu'un avait fait une publication exceptionnelle ou quand quelqu'un avait trouvé après, ça parle de politique et j'ai une dernière vidéo qui dure 1 minute. 1 minute. Je vais vous la mettre. Je vous laisse partager en attendant parce que la dernière vidéo que je vais vous faire voir, je l'ai déjà publiée sur ma page. Mais il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas vue. J'ai pu remarquer ça. Et honnêtement, c'est dingue. C'est dingue, mais ça explique en fait, je le répète, tout ce qu'on a pu constater tristement sur le terrain. Tout ce que certains médecins, certains scientifiques criaient haut et fort. Et je dis bien haut et fort. Et aujourd'hui, ça sort. Et je voudrais vraiment qu'on le regarde ensemble. Parce que oui, c'est intéressant. Alors, bougez pas. Je vais vous le mettre comme ça, sinon on n'y voit rien. Juste 2 secondes, je vous demande de partager à bloc. Et on va conclure là-dessus. Merci pour tous les gens qui ont partagé, parce que je suis pas certain qu'on entende cette interview à la télévision. Vous comprendrez pourquoi. Même si, vous allez le voir, ça commence à causer quand même. Ça commence à causer quand même. Alors, je vais juste vérifier qu'on voit bien l'écran. Allez, on va conclure là-dessus, parce que c'est juste... Je vais prendre le téléphone, ça sera plus simple. C'est juste fou. C'est une chose. Et la deuxième chose qu'on a découvert très récemment, c'est un papier qui est sorti dans la nature le 6 décembre, c'est que le bidouillage que l'on a fait sur cette base pour que l'ARN dure plus longtemps a entraîné que la protéine, un certain nombre de protéines qui sont faites à partir de cet ARN ne sont pas la spike, mais des protéines inconnues qui se baladent dans le corps et dont on sait pas. Et lymphome, vous m'avez pas répondu, lymphome. Il y a un lien direct. Oui, le lymphome, c'est les cellules cancéreuses qui se développent le plus rapidement, c'est les cellules qui se multiplient. Bon, donc il y a des cancers rapides qui se développent, selon vous, je le précise, selon vous, à cause du vaccin Covid. En tout cas, c'est le mécanisme que l'on connaît de développement des lymphomes, c'est d'injecter de l'ADN dans les lymphocytes des ganglions. Bon, voilà, toutes ces révélations fracassantes du professeur, un mec qu'on essaye de faire passer pour un cinglé, on va arrêter de se mentir, c'est la vérité, c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui continue de se passer. Alors moi, j'ai qu'une seule question à poser à tout le monde. Vous préférez faire confiance à notre gouvernement, à Olivier Véran ou à ce professeur reconnu dans le monde entier? Je sais pas, on n'a pas besoin d'avoir inventé l'eau chaude pour comprendre ce qui se passe, tout ce qu'il est en train de dénoncer. Alors, il était directeur d'un CHU, là, il se lâche un peu plus, j'ai l'impression. J'espère que ça circulera un maximum, puisqu'il y a beaucoup de gens qui se posaient des questions. Et il y a beaucoup de gens qui sont pas au courant. Alors, il y a beaucoup de gens là sur la page qui vont me dire « Ouais, mais Olive, on savait un peu tout ça. » Mais partagez pour que les gens qui sont ignorants, oui, il y a encore des ignorants, parce qu'ils ont avalé toutes les paroles médiatiques, en fait. Toutes les paroles gouvernementales. C'est ça le malheur. Donc faites en sorte qu'on puisse diffuser cette vidéo juste avec un petit like, un petit partage et un petit commentaire. Vous savez les algorithmes, comment ils marchent aujourd'hui. N'hésitez pas à publier cette vidéo dans votre story aussi pour que ça puisse tourner un maximum. Parce que il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui ont perdu la vie. Et vous savez, toutes ces victimes, ils ont soif de justice. Ils ont soif que toutes ces personnes qui ont pu mentir, qui ont pu manipuler les masses, manipuler les esprits, soient condamnées un jour. Vous savez que toutes les personnes, tout ce qu'on a fait pendant cette crise Covid, tout ce qu'on a dénoncé, on s'est fait insulter de complotistes,
de tarés, de manipulateurs, d'escrocs, de menteurs. Et on en voit le résultat aujourd'hui. Enfin, vous imaginez, moi et d'autres, parce qu'attention, hein, faut pas croire que c'est que Olive. On est menacé de mort. Menacé de mort pourquoi? Pour diffuser la vérité? Pour informer les gens avec une réelle information et pas l'information médiatique et politique qu'on essaye de donner à tout le monde. Vous voyez ce que je veux vous dire? Alors ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, ces gens-là. Tout ce qu'ils veulent. Mais à travers tout ce qu'on a dénoncé, bah peut-être que grâce à ce professeur et d'autres, avec toutes les informations qu'il nous donnait, on a peut-être sauvé des vies, ouais, peut-être. Faut pas avoir peur de le dire. Et ça, c'est grâce à vous. C'est grâce à vos partages. Je me rappelle, pendant la crise Covid, on démarrait un live, on a fait des lives, je me rappelle, on a fait des émissions spéciales où il y avait 10 000 personnes, 15 000 personnes. On s'est rassemblés dans la rue avec les plus vaillants. Il y a des gens qui comprennent plus vite que d'autres. Mais c'est pas pour ça qu'il faut qu'on se crache à la gueule. Ne vous crachez pas à la gueule. Vous savez, les gilets jaunes, ça a divisé tout le monde. La crise sanitaire, ça a divisé encore plus. Ils sont trop contents, tout ça. Trop contents. Il faut arriver à parler aux gens. Il y a des personnes qui ne veulent pas encore entendre raison. Faites-leur voir cette vidéo. En partageant cette vidéo, c'est leur faire voir la vérité. Et c'est ça qui est important, mes amis. C'est ça qui est important. Qu'on garde cette justesse. Les réseaux sociaux, ça part un peu dans tous les sens. Vous savez, on n'est que des êtres humains et malheureusement, quand vous avez beaucoup de visibilité, quand il y a beaucoup de gens qui vous écoutent, vous finissez par en prendre plein la gueule. Par certains citoyens, par le gouvernement, par les médias. C'est toute la manipulation politique et médiatique, en fait, qui amène toute cette haine. Tous ces gens-là, ils veulent juste qu'on crève. Ils veulent qu'on se taise. Tout simplement. Tout simplement. Il faut bien le comprendre. Alors, on a tous des qualités et des défauts. Mais je crois que tu ne peux pas cracher à la gueule de quelqu'un qui essaye d'informer et qui veut le bien. Ouais, le bien de tout le monde. Il y a des gens qui ont pensé qu'on prenait la parole pendant la crise sanitaire pour faire le mal. Non. Nous, on n'a tué personne. Et avec toutes les vérités qui sortent en ce moment, je peux vous assurer qu'il y a des personnes qui sont en train de se gratter la tête. Et je reçois de plus en plus de messages de personnes qui me disent « Tu vois, Olive, pendant la crise sanitaire, je t'ai insulté par rapport à tout ce que tu faisais, tout ce que tu disais. Je pensais que tu mettais les gens en danger. » Eh bien, ils ont ce courage de m'envoyer un message pour me dire « Désolé, je me suis trompé et je veux absolument pas d'excuses de personne. » Mais à travers ce message, j'arrive à comprendre qu'ils ont changé d'opinion, qu'ils comprennent les choses, qu'ils comprennent ce qui est en train de se passer. Et l'éveil des consciences, il est super important, mes amis. Il est super important. Et j'espère qu'on arrivera à continuer à le faire du mieux qu'on peut. Parce que c'est pas tous les jours facile. Vous avez pu le constater à travers tout ce qui se passe en ce moment. Je vous embrasse, je vous souhaite que du bien, qu'on s'aime ou qu'on s'aime pas. Essayons de nous protéger mutuellement de tout ce qui se passe et de tout ce qu'ils sont en train de mettre en place. Parce que je suis désolé, et c'est pas pour vous faire peur ou vous décourager, ils n'ont pas fini. Ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Regardez le tout numérique, regardez l'intelligence artificielle, regardez tout ce qui est en train de se mettre en place, regardez le climat géopolitique. C'est loin d'être fini. Alors il faut qu'on reste soudés, il ne faut pas qu'on lâche. Et puis, moi en 2024, je vais apprendre, parce que c'est mon plus gros défaut, d'arrêter de répondre à des gens qui sont juste là pour vous insulter, raconter n'importe quoi sur vous, pour vous discréditer. C'est fait exprès tout ça. Mais il y a des gens qui me suivent maintenant depuis des années, d'autres depuis des semaines, d'autres depuis des jours, d'autres depuis des mois. Il faut qu'on continue d'être forts ensemble et qu'on continue de se soutenir et d'avancer ensemble. C'est super important. Je vous embrasse, prenez vraiment soin de vous. Merci pour tous les gens qui ont partagé, qui ont diffusé cette vidéo pour que ça soit entendu par un plus large public. Vous pouvez retrouver France Soir sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, sur toutes les plateformes. N'hésitez pas
Ça serait sympa pour eux. Là, j'ai pris leur vidéo, je l'ai diffusée parce que c'est important que ça soit entendu. Mais n'hésitez pas à aller vous abonner à leur plateforme. Merci à tous.